Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je me présente pour certains d'entre vous. Je pense la part la plus nombreuse, certainement, qui ne me connaissent pas. Je suis Maître Abibatou Samb. Je suis avocate au barreau de Paris. Et je suis en même temps la vice-présidente de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal, ONDH. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas la lourde tâche, j'ai l'honneur de modérer ce panel exceptionnel d'un niveau très élevé, avec une sorte de domination féminine qui est flagrante, à l'image de la société, de notre société. Pardon, monsieur l'inspecteur, hein? Il fallait que je vous attaque un peu. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'éclosion. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais féliciter notre sœur Dié, que j'aime bien appeler ma petite Dié. Seulement, ma petite Dié a tellement grandi qu'elle est devenue une belle drianké. Je lui ai dit, mais Dié Fodiar, il va falloir que je mène une enquête par la suite pour voir par où elle est passée pour être une grande djongoma comme ça. Nous allons parler d'un sujet très sérieux. L'éducation, l'enseignement, le mentorat. Et quand elle m'a approché au tout début de ce projet, elle a pu me dire la chose suivante. Maître, vous savez, nos filles, surtout en banlieue, manquent de références. Et j'ai besoin de voir des femmes qui ont un parcours atypique, qui viendront leur dire que le succès est au bout de l'effort, ou en tout cas la réussite. Et je vais citer un monsieur qui nous encadrait quand nous étions petits, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me disait à l'époque, lorsqu'on faisait des exercices, que c'est l'intelligence qui faisait la différence. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas réellement ça. La différence, c'est la motivation. C'est la motivation. Et c'est ressorti des débats de tout à l'heure. Il faut être motivé. Je donnerai la parole aux différents panélistes pour une dizaine de minutes. Et par la suite, on ouvrira une séance questions-réponses. Je finirai très brièvement ces mots d'introduction en disant que ma présence ici, pour moi, en plus d'être un honneur, c'est un plaisir, un bonheur. Parce qu'il y a des dames que j'ai toujours vues, avec qui j'ai beaucoup échangé, que je rencontre aujourd'hui. Certaines qui font un travail remarquable. Il y a Aminata, je lui disais que mon nom est Borom Guédiawaye et que je m'attendais à la retrouver ici. Je vois Wacha. Je vois des dames que je croisais uniquement à travers nos échanges et dont je salue l'activité au soutien des filles et des femmes. Ndeye Magat, je ne vais pas, j'attendrai de lui donner la parole pour éviter de la citer parmi les différents panélistes. La motivation, l'engagement des filles. Et j'ai l'habitude de dire que notre jeunesse n'est pas notre avenir. La jeunesse, c'est le présent déjà. Notre présent est notre avenir. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que je considère comme étant, me concernant, un parcours atypique. Il m'est arrivé de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au lycée, de travailler, de se projeter, de devoir aller en France et qu'on me l'interdise parce que je suis une fille et que j'ai eu mon bac à 18 ans. Donc tout ça est un parcours que je considère comme étant atypique quand on arrive à franchir les barrières et qu'on arrive à devenir avocat, ce à quoi rien ne nous prédestinait à la base. Donc, mesdames, mes filles,
je vous encourage à tenir bon. Alors le panel aujourd'hui, le thème c'est le mentorat féminin, un levier pour prévenir le décrochage scolaire et renforcer la citoyenneté. Chers amis, honorables, j'ai envie de vous appeler, vous aurez la parole pour 10 minutes. Ce n'est pas parce que je souris que je n'aurai pas de mal à vous interrompre si vous êtes là à, excusez-moi l'expression, à blablater. On va essayer d'être concis pour laisser le temps au public de réagir. Alors, je commencerai par Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur Issa Diouf, inspecteur de l'éducation nationale, qui est au l'IEF de Guédiawaye, à qui je vais donner la parole pour 10 minutes. Alors, qui est l'inspecteur Issa Diouf? De sa belle présentation, je retiens qu'il a eu le bac en 95. À l'époque, avoir le bac signifiait vraiment quelque chose, un peu plus que maintenant. Qu'il est diplômé supérieur en sciences de l'information et de la communication, qu'il a embrassé le métier d'enseignant en 2006, bientôt 20 ans, monsieur l'inspecteur, ce dont je vous félicite, et qu'il est titulaire depuis un peu plus de, à peu près 3 ans, du certificat d'aptitude à l'inspectorat. Alors, monsieur l'inspecteur, vous allez nous parler du décrochage scolaire, de la citoyenneté, de l'impact des nouvelles technologies sur la vie quotidienne des enfants. Et pourquoi je commence par vous? Honneur aux hommes, on a l'habitude de dire honneur aux dames. Mais aujourd'hui, les dames vous font l'honneur de prendre la parole en premier. Il y a cet aspect-là. Le second aspect, c'est que généralement les enseignants ont la pédagogie qu'on leur reconnaît. Je vous prie dans ces conditions de bien vouloir asseoir les bases de notre débat. Merci, monsieur. Merci, madame la modératrice. Et je remercie toutes les dames de me faire l'honneur de prendre la parole en premier. Et quand j'ai vu le sujet, et j'ai vu les panélistes, je me suis dit que je vais être le petit point noir de la journée. Bon, mais j'ai dit, je vais y aller quand même, parce que c'est quelque chose de très important et je veux bien apporter ma pierre à la construction de l'édifice. Et surtout qu'on parle d'éducation et des jeunes filles. Je ne pouvais manquer d'être présent. Les thèmes du panel sont tellement importants que 10 minutes sont très petites pour faire le tour. Mais nous allons quand même être très concis pour aller vers l'essentiel. Tout à l'heure, dans mes propos introductifs, j'ai parlé de l'importance de l'éducation, mais surtout chez les jeunes filles. Mais malheureusement, dans nos sociétés africaines, et en particulier au Sénégal, dañ doon wax njàngum jigéen jarul soril taaru jigéen sëy. Donc c'est des facteurs bloquants pour permettre à la jeune fille d'éclore normalement. Donc souvent cette éclosion était arrêtée très tôt. Ce qui fait que les jeunes filles quittaient les bancs de l'école parce qu'on avait réussi à les y amener par un combat qui date de longtemps. Malheureusement, après ce combat, on a des difficultés à les maintenir pour les raisons que je viens de citer tout à l'heure, qui sont des facteurs qui favorisent le décrochage scolaire chez les jeunes filles. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le décrochage. J'en ai, dans les textes que nous écrivions sur le décrochage scolaire,
il y a beaucoup de facteurs que nous citions, sauf un facteur que je juge plus important et qui est inhérent à la vie de la jeune fille. La gestion des menstrues. J'ai fait un calcul la dernière fois et j'ai vu que chez certaines filles, les journées d'absence vont de 2 à 3 jours par mois. Ce qui nous fait, au minimum, dans les 8 mois de l'année, 1 mois d'absence. Et j'ai dit, comment faire pour que cette jeune fille ne décroche pas si ce problème n'est pas résolu? Donc vous voyez que les facteurs sont nombreux et qui interviennent dans ce décrochage. Maintenant, il nous faut trouver des solutions. Si certains sont réglés, d'autres ne le sont pas. C'est là où ces journées d'éclosion initiées par Mme Djefal prennent toute leur importance. Montrer à l'enfant, à la jeune fille, un modèle. Un modèle qui lui permette d'affronter ces obstacles et de rester à l'école. Et si nous interrogeons chacun et chacune d'entre nous, il y a eu un jour dans votre vie scolaire où vous avez dit j'arrête aujourd'hui. Nous tous, nous avons eu un jour dans notre vie où nous dit aujourd'hui j'arrête les études. Parce qu'il y avait des difficultés que nous avons rencontrées. Mais grâce au soutien, à la motivation des personnes qui nous ont entourés, nous avons réussi à surmonter cet obstacle et à continuer notre parcours scolaire pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc le mentorat peut aider les jeunes filles à rester à l'école. Mais malheureusement, trouver le modèle posait problème. Surtout en banlieue, où il est très difficile de trouver quelqu'un qui a réussi à l'école et qui est dans les hautes sphères de décision ou dans des métiers que je peux considérer comme rares à atteindre par les jeunes filles, comme le métier de notre marraine d'aujourd'hui, pilote d'avion. J'ai jamais rêvé de devenir pilote parce que je disais que c'est quelque chose d'impossible à atteindre. Mais heureusement que j'ai réussi à former des jeunes qui sont devenus aujourd'hui des pilotes d'avion. Malheureusement, il n'y avait pas de jeunes filles, il n'y a que des garçons. Donc le mentorat est très important. Si le mentorat nous aide à diminuer le décrochage scolaire, je crois que nous aurons plus de citoyennes. Parce qu'on saura les garder à l'école et leur donner les formations et les métiers qui leur permettront de subvenir à leurs besoins et à surtout celles de leur famille. Participer au développement de la société, participer au développement de la communauté. Et par leur éducation, développer des comportements citoyens chez leurs enfants qui contribueront à gérer le bien public, parce que si la femme est bien dotée des comportements citoyens, elle peut former une large communauté, n'est-ce pas, au bien public, à la gestion du bien public, au bon comportement dans la société. Et on verra qu'au début, on avait formé une personne, mais en réalité, on parviendra à former des centaines, voire des milliers et des milliers de personnes. Voilà pour résumer, donc, ce que je voulais dire pour laisser l'opportunité aux autres panélistes de pouvoir apporter leur participation à ce débat qui est très important et qui est essentiellement destiné aux jeunes filles. Nous peut-être les propos une petite partie va s'adresser aux parents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Arrêtons de démotiver les filles et de vouloir voir nos rêves se réaliser à travers elles.
Ça, c'est la partie qui appartient aux parents, mais tout le reste appartient aux jeunes filles. Voilà donc pour ne pas tirer en longueur et ne pas me faire taper sur les doigts. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur l'inspecteur. Je regarde ce que me dit mon chronomètre. Oh, il m'a dit que vous avez été un excellent élève. Je vous donne la note de 20 sur 20. On va voir si les autres vont suivre la même tendance. Ce serait parfait. Mais je ne vous mets pas la pression, hein? Même pas du tout. Alors, une petite anecdote, très brièvement, avant de passer la parole à Madame Matou Sougou Sarr, qui nous parlera également de choses intéressantes. Tout à l'heure, Madame la marraine, que je salue, a eu des propos vraiment très encourageants pour nos jeunes filles et aussi qui devraient servir de ligne de conduite aux parents que nous sommes. Et j'ai aimé quand elle a dit « Vous mettrez 20 ans pour faire ce que vous deviez faire en 10 ans ». L'anecdote me concerne. Quand j'ai eu ma première préinscription en année de bac pour partir en France, ma propre mère m'a dit « Tu es une fille, à 18 ans, je ne vais pas te laisser partir à l'aventure. » Je suis venue à Dakar, j'ai fait 2 ans à la faculté de droit. Et après ces 2 ans, au cours de ces 2 ans-là, j'ai reformulé une demande. Et lorsque j'ai été de nouveau acceptée, j'ai appelé ma mère qui était en région pour lui dire « Écoute maman, je pense que la petite fille de 18 ans a grandi, je voudrais partir. » Elle a accepté. Ces 2 ans que j'ai fait à la faculté de droit, ce n'est pas une perte. Quand je suis partie en France, on m'a fait recommencer à zéro en me disant que vous n'avez pas la licence en droit. Ce n'est pas grave, l'objectif était là, je voulais être avocate. J'ai recommencé à zéro, première année, pour suivre mon parcours. Ce ne sont pas 2 ans perdus, ce sont 2 ans de construction. Madame Matou Sougou Sarr, la parole sera bientôt à vous. Alors, qui êtes-vous? Je vous découvre et j'avoue que j'ai été impressionnée par votre parcours. Titulaire d'une licence en droit, je dirais donc chère consoeur, spécialisée en éducation surveillée depuis 2003. Vous êtes sortie de l'École nationale des travailleurs spécialisés. Vous avez fait Milouz au foyer Espoir Femmes Famille et vous êtes fonctionnaire du ministère de la Justice depuis 2004. Je tâcherai de prendre vos coordonnées, j'aurai certainement besoin de vous. Éducatrice de classe exceptionnelle, vous êtes aujourd'hui chef du service départemental de l'AEMO de Guédiawaye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Sarr, vous avez la parole. Merci Madame la modératrice. Je dirais même une excellente modératrice, Maître Abibatou. Je remercie énormément l'instigatrice, en tout cas, de cette activité, Madame Diefal, et surtout la marraine de cette activité, Hadji, vraiment qui m'a ébloui. C'est clair qu'on aurait pu arrêter le panel depuis tout à l'heure. Elle nous a vraiment tous vraiment confortés dans cette position de véhiculer ces messages de réconfort, mais aussi de motivation pour ces filles. En tout cas, on la remercie énormément. On remercie aussi énormément le directeur de l'école d'Arouhan, avec qui nous avons collaboré sur quelques actions envers les enfants, mais également l'inspection de l'éducation, de la formation du département de Guédiawaye, représenté par M. Diouf. Nous remercions également les panélistes ici présentes, notre collègue Ndeye Maguette, qui œuvre de façon très ardue avec nous dans
le département, mais aussi sur le plan national, sur les questions de protection de l'enfance. Également, remercions la présence de Monsieur le maire par Madame Aminata Ndongo, Madame Ndongo Aminata Ndiaye, qui aussi est une fervente protectrice des enfants. Je ne pouvais pas démarrer mes propos sans remercier cette personne. Merci beaucoup. Alors, je voudrais démarrer par expliquer un peu les missions du ministère de la Justice, de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, qui couvre un peu les services AEMO, qui sont des services qui œuvrent pour la population en général, mais spécifiquement pour les mineurs en danger, en conflit avec la loi, victimes de violences de toutes sortes et témoins d'événements au niveau de leur famille ou au niveau de leur société, de la société en général. Les missions de l'AEMO, c'est plus l'écoute, l'orientation scolaire et professionnelle, ce que les gens n'ont pas compris et qui me semble très important aujourd'hui pour élever le mentorat au plus haut niveau et mettre en place un dispositif d'appui, d'accompagnement de ces enfants, de ces jeunes filles, pour qu'ils puissent porter leur projet de vie et pouvoir avoir une capacité, en tout cas, de résilience, mais aussi une bonne orientation pouvant leur permettre d'avoir une bonne employabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, je vais le dire, hein, on avait eu dans le temps, en tout cas moi, si mes souvenirs sont bons, on avait eu des services, en tout cas, d'appui scolaire au niveau des établissements. Et je crois que l'orientation scolaire et professionnelle serait quand même de mise, hein, une nouvelle fois, monsieur l'inspecteur ici présent peut noter. Parce que je crois que ce seront en tout cas des points d'écoute qui pourront permettre à ces jeunes filles d'avoir vraiment la possibilité de discuter de leur projet scolaire, mais de leur projet professionnel à long terme. Et c'est important que des adultes puissent les accompagner pour vraiment formaliser leur projet scolaire et professionnel. Ce qui nous manque énormément au Sénégal. Maître, vous serez témoin de ce que je vais vous dire. Je passe pratiquement ma vie à orienter. Parce que ce soit les familles, mais les jeunes. Le métier de l'éducateur spécialisé, c'est pas seulement soigner la souffrance, mais c'est accompagner, orienter, sensibiliser, former et vraiment redonner espoir. Donner à la personne une capacité de résilience qui puisse lui permettre de sortir au plus profond de lui des solutions, en tout cas, capables de lui permettre d'avoir des résultats. C'est le métier de l'éducateur spécialisé. Les gens pensent que l'éducateur spécialisé ne fait qu'accompagner le juge du tribunal pour enfants, le procureur ou les agents OPJ ou voilà, en tout cas les avocats, la communauté. Mais en réalité, nous sommes là pour la population, pour une écoute attentive, mais aussi vraiment pour soigner les souffrances, mais trouver des solutions. L'éducateur spécialisé ne peut pas dire non. C'est pourquoi nous fonctionnons 24 heures sur 24. Aujourd'hui, je vous demanderai, c'est une opportunité que Mme Fall nous a donnée, je vous demanderai d'avoir les références de l'AEMO. Moi, c'est l'AEMO de Guédiawaye, mais en pratique, au niveau national, les AEMO sont implantés un peu partout pour soigner la souffrance des populations, mais aussi pour être là, à côté des populations, pour l'appui psychosocial, mais aussi pour apporter des solutions à la problématique, mais surtout à la problématique des filles, qui sont les plus vulnérables. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que sur les années capitalisées, j'ai accompagné pas mal de filles et, qui sont aujourd'hui de grandes autorités dans ce pays. Et c'est une fierté pour moi. Je le fais parce que tout simplement, j'ai eu des projets de vie qui n'ont pas abouti dans mon enfance. C'est pourquoi tout à l'heure, la petite
fille m'a beaucoup émue. C'est très difficile d'avoir des projets et de savoir qu'on ne peut pas les réaliser. Et je dirais que mon projet de vie m'a permis, en tout cas, j'ai puisé au plus profond de moi. Quand je voyageais en France, je pense que toutes les démarches, je l'avais fait moi-même. Et quand il s'agissait d'acheter le billet d'avion, j'étais obligée vraiment d'en parler autour de moi, à ma famille, à mon père, à ma maman. Et finalement, ils ont su qu'il fallait qu'ils me laissent partir. Et je suis partie, j'ai pu me réaliser, mais j'ai pu surtout revenir au Sénégal pour servir mon pays. Les personnes ici présentes se posent souvent des questions, maître. Comment je fais pour m'en sortir, pour être tout le temps à l'écoute des gens? Je l'ai choisi en fait. Il faut être passionné pour le faire. Je travaille non-stop. Heureusement, je fais bien les choses parce que finalement, chez moi, tout le monde est éducateur comme moi, hein, vraiment, et ils me comprennent. Donc tout ça, c'est pour dire que la mission d'éducateur doit être dévolue à chaque personne. Les parents, les communautés, les autorités et même l'enfant doit se prendre en main. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait une force de caractère inclus dès le bas âge, monsieur l'inspecteur. C'est pourquoi j'adore vraiment cette assemblée, puisque aujourd'hui je vois qu'au niveau du département, l'IEF est en train d'abattre un énorme travail, maître. Ils sont en train d'inculquer aux jeunes la discipline. Et une éducation de base est très importante dans tout le processus. On ne peut pas ne pas être éduqué dans cette vie-ci et réussir sa vie. Tout passe par l'éducation. Tout passe par la capacité qu'on inculque dès le bas âge aux jeunes pour avoir une certaine résilience. Mais tout passe aussi par une bonne connaissance et une maîtrise des stratégies qui sont là et qui sont implantées pour permettre à chaque enfant, par rapport à sa spécificité, par rapport à ses besoins intrinsèques, spécifiques, d'avoir une opportunité de réussite scolaire ou professionnelle. Et ça, c'est la connotation spécialisée qui se rajoute à notre métier d'éducateur spécialisé. Les structures de la DGPGS sont implantées partout, les AEMO, mais nous travaillons avec des opportunités de formation, avec des centres d'accueil pour chaque type d'enfant. Malheureusement, comme certainement on le dira, ces centres manquent de capacité. Et donc, d'où l'importance de voir cette jeune dame, Khady, qui est la partenaire de ces projets et programmes, parce qu'on a tout le temps besoin de l'appui de partenaires pour mettre encore davantage en place des structures adaptées à la problématique de l'enfance, mais particulièrement des jeunes filles. Et je terminerai, maître, par dire par rapport à cette problématique. J'avais voulu parler de l'estime de soi. Il faudra qu'on en fasse un module pour ces jeunes filles qui sont derrière, parce que tout passe par l'estime de soi. Il faut relever l'estime de soi de ces jeunes, qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils puissent vraiment sortir ce qu'ils ont en eux et qu'ils puissent vraiment avoir la possibilité d'avoir à leur côté des adultes patients pour les écouter, mais aussi pour les accompagner, pour réussir. Ça, c'est important. Certainement, le dispositif de prise en charge mis en place, c'est à la fois les structures de la DGPGS. Si je devais en parler, ça me prendrait pratiquement 2 jours. Mais c'est vous dire que ce qu'on a, en tout cas au niveau national, c'est une stratégie de protection des jeunes en général, des filles particulièrement, avec beaucoup de programmes qui sont là, avec le ministère de la Famille, les ONG, les structures partenaires comme l'UNICEF, en tout cas, qui sont là, qui accompagnent les projets pour les jeunes, mais surtout pour les jeunes filles. Il y a la DER,
il y a l'ONFP, il y a le 3FPT, en tout cas le projet aussi que nous sommes en train de dérouler au niveau de la direction de l'éducation surveillée avec un partenaire italien qui renforce la capacité des jeunes filles pour l'orientation scolaire professionnelle, mais aussi pour qu'ils aient une possibilité d'autonomisation après leur sortie de formation ou après leur scolarité. Cette année, une innovation de taille au niveau de l'AEMO, ce fut un préfet qui fut là, qui nous a permis d'avoir un fonds de réinsertion scolaire pour les jeunes qui étaient admis à l'examen. Donc, beaucoup sont partis à l'étranger après le bac. Je dirais que les filières scientifiques, c'est opportun pour les métiers scientifiques, mais les filières littéraires aussi peuvent porter leurs fruits. Donc, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir les coordonnées, la carte de l'AEMO, des AEMO en général, dans chaque établissement, monsieur l'inspecteur. Non seulement pour une orientation scolaire et professionnelle, mais pour le signalement des cas de violence et de vulnérabilité, également pour les possibilités d'autonomisation de ces jeunes filles. Merci. Merci infiniment, Madame Sarr. Ce que vous disiez était tellement intéressant que je n'ai pas souhaité sanctionner les 2 minutes supplémentaires. Voilà. Maintenant, vous avez dit une chose particulièrement intéressante dans tout ce que vous avez dit d'intéressant. C'est la charge de travail que vous avez, le manque de moyens, et ce que vous faites généralement au sein de l'AEMO pour intervenir auprès de jeunes filles, certaines victimes de violences sexuelles comme les filles à Diourbel, avec ce prétendu maître coranique dont je suis l'avocate, pas du maître coranique bien sûr, des jeunes filles. La précision est de taille. Je peux vous dire que l'intervention de l'AEMO est capitale. Et je peux vous dire que vous, comme nous sommes des assistants sociaux. Nous, les avocats, les gens pensent que nous ne faisons qu'encaisser. C'est une partie de la réalité, ça nous arrive. Mais ce n'est pas la grande partie. On peut recevoir une personne pendant 1 heure, l'écouter, et quand la personne part, elle se sent tellement déchargée que finalement l'intervention de l'avocat n'est plus utile. Nous sommes des assistants sociaux d'abord et avant tout. Et j'ai un ami qui est psychologue, le professeur Serigne Mor Mbaye, que certains d'entre vous connaissent, qui a l'habitude de dire « Ku waxul waxtu ». Si vous ne parlez pas, vous allez finir par parloter, tout seul. Deuxième chose qu'il a l'habitude de me dire, les gens viennent se décharger. Ils amènent leur lot de linge sale quand ils viennent vous voir. En partant, ils laissent le lot là-bas. Ëmb yére yu tilim yi ñoom bu ñu ñëwee sunu bureau yi dañ ko fay bàyyi ñu ñibbi seen kër. Waaw ñu nit bu ñuy ñibbi ñu fexe bañ a yóbbaale ëmb yi sunu kër. Ce n'est que de cette manière qu'on arrive à préserver notre santé mentale parce qu'on en entend de tout. Bravo, félicitations à l'AEMO et j'espère que l'État aura accès aux informations en lien avec ce manque de moyens. Merci, Madame Sarr. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on va passer à Madame Mariem Soda Kane. Bonjour. Ça va, vous allez bien? On a eu l'occasion d'échanger un peu ce matin. J'ai votre mini bio qui n'a de mini que le nom. Tellement vous avez fait des choses intéressantes. Vous me pardonnerez d'avance de ne pas tout avancer. Vous pourrez compléter quand vous prendrez la parole. Madame Mariem Soda Kane est une passionnée de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Passionnée. Moi, il y a des mots, quand je les vois, ça me donne envie d'aller un peu plus loin. 12 ans d'expérience. Elle dit qu'elle a un Master 2 en entrepreneuriat, création et reprise d'entreprise obtenue à l'IAE de Clermont-Ferrand. Il faut croire que la France s'est invitée à cette rencontre, les États-Unis. Dieu est devenu international par la force des choses.
Alors, Madame Kane commence donc avec un stage dans un cabinet. Elle gravit les échelons pour servir successivement l'Agence de développement et d'encadrement des PME, ADPME, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, DRFJ, et son credo, écoutez bien, se résume en ces mots: construire, partager, inspirer. Nous vous écoutons, Madame Kane. Inspirez-nous. Je vous en prie. Merci beaucoup, très chère modératrice, Madame Fall. Bonjour, donc merci aussi pour la présentation du curriculum, mais je tenais juste à préciser que j'ai une fois été élève, moi aussi. J'ai une fois été perdue, comme toutes les jeunes filles peut-être qui sont là. J'ai une fois eu envie d'être mentorée. Donc c'est un parcours parsemé d'embûches, on va dire que ça, comme ça. Alors c'est un honneur pour moi d'être là et je tenais à remercier particulièrement également Dié qui nous a invités au nom du projet Women Creating Wealth, qui est une initiative d'une ONG qui s'appelle Gracia Marshall Trust, une ONG sud-africaine, dont le principal rôle est de faire des plaidoyers pour soutenir tout ce qui est droit de l'humain, droit des hommes, et plus particulièrement droit des femmes. Donc on opère dans 6 pays, dont le Sénégal est le seul pays francophone. Je suis d'autant plus honorée que j'ai la chance aujourd'hui de partager ce panel avec des personnes très très inspirantes à travers leur parcours, mais à travers aussi leurs étiquettes. Parce que j'ai voulu être juriste moi aussi. Par la force des choses, je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat, mais ça c'est un autre débat. Alors, le sujet qui se pose avec acuité aujourd'hui, c'est comment le mentorat contribue à bâtir ce qu'on appelle la citoyenneté, comment le mentorat favorise, ou en tout cas empêche aux jeunes filles de laisser tomber l'école, pour utiliser des mots simples. Alors, pour parler de ça, peut-être qu'il faut qu'on se demande ce que c'est le mentorat, en fait. Je sais que tout le monde a une idée du mentorat. Alors, moi, ma compréhension que j'ai du mentorat, c'est le fait d'être accompagné, le fait pour une jeune fille ou une personne lambda d'être accompagnée par une personne plus expérimentée dans le domaine dans lequel il veut se lancer professionnellement. Alors, entendu comme ça, on pourrait penser qu'on a des mentors dans nos foyers, dans le quartier, à l'école, dans le milieu professionnel. Mais pour moi, le mentorat va au-delà de ce cadre intime. Le mentorat, pour moi, se pose en termes d'orientation professionnelle, mais en termes également de développement personnel d'abord. On a entendu Madame parler d'estime de soi, de confiance en soi, de trouver des repères. Si la personne manque de confiance en soi, si la personne, quel que soit son âge, rencontre des difficultés de se retrouver, de se reconnaître et de se faire reconnaître dans la société, c'est parce qu'il y a eu des traumas, des éléments déclencheurs qui ont favorisé à la rendre vulnérable, d'accord, en tant qu'individu. Peut-être des droits qui ont été biaisés, un mal profond qui s'installe en la personne. Et ces mots, pour la plupart, interviennent très tôt dans la phase de développement ou d'accomplissement de l'être humain. Et ça se passe en général à la phase de l'enfance.
phase de l'enfance, adolescence, avant la phase d'adulte. Donc parlons d'enfance. On sait très bien que l'école, en tout cas le milieu scolaire, constitue le deuxième environnement où l'enfant apprend à se socialiser, où l'enfant apprend à se reconnaître, s'identifier, à se reconnaître en tant qu'individu socialement et malheureusement une personne en tout cas qui existe socialement et humainement, mais également que cet enfant expérimente un peu les relations humaines. Et à travers cette expérience, beaucoup de choses se passent malheureusement. On vit des inégalités sociales, vous avez parlé tout à l'heure d'un phénomène qui se passe malheureusement dans la société, les violences sexuelles à l'école. C'est très très pénible à comprendre et à intégrer en tant qu'humain, mais en tant que femme. C'est des choses pénibles que beaucoup de gens témoignent aujourd'hui dans la société. Et nous avons également des expériences qui freinent en fait le rêve de l'enfant. J'ai été ravie d'écouter tout à l'heure Madame la pilote, je n'ai pas retenu son nom, donner son exemple avec beaucoup d'inspiration parce que j'avais pris cet exemple-là pour développer mon argumentaire. Quand on dit à l'enfant, tu ne peux pas être pilote parce que c'est un métier masculin, ce n'est basé sur rien du tout finalement. Et c'est là freiner en fait le développement psychologique de l'entrepreneur, de l'enfant qui cherche à se projeter vers l'avenir. Mais parlons également de la jeune fille qui, je donne l'exemple et je sais qu'on a une fois vécu directement ou indirectement ce phénomène, qui pour la première fois voit ses menstrues et qui se trouve que sa jupe est tachée. Donc c'est un traumatisme qu'elle vit. Je pense que vous avez donné l'exemple et je le reprends. Donc c'est des traumatismes qui peuvent accompagner la jeune fille dans sa phase de croissance. Et c'est là pile poil où le mentorat est intéressant parce que ces facteurs-là qui freinent le développement personnel de l'enfant ne peut être compris que la personne qui l'a vécu, ou directement ou indirectement, ou la personne qui s'en est inspirée pour se développer personnellement. Et c'est là où le mentorat est intéressant. Donc, l'enjeu ici est double pour le mentorat. C'est un impact en termes d'éducation, mais c'est un impact en termes de renforcement de la citoyenneté, de la citoyenneté. Pourquoi en termes d'éducation? C'est parce que quand le mentor intervient, en général, il inspire à la fois des valeurs de responsabilité, des valeurs d'intégrité, etc. Donc c'est éducatif. Il l'inspire parce qu'il représente un modèle. Quelqu'un qui a réussi dans son métier ne fait qu'inspirer en fait l'enfant qui a besoin de se projeter lui aussi dans son avenir. Et c'est aussi un facteur de mobilisation scolaire. Un enfant qui est dépaysé, qui cherche ses repères et cherche même à quitter l'école, en se faisant mentorer et en voyant que la personne mentor a réussi dans ce qu'il fait, ça c'est un facteur de mobilisation, ça c'est un facteur de rétention à l'école. Donc un mentorat éducatif. Un mentorat aussi qui propulse la citoyenneté parce que en ce qu'il inspire à travers des actes de citoyenneté comme ces initiatives qui nous mobilisent aujourd'hui, mais aussi en termes de valeurs, en termes de connaissance de ce que c'est le droit à la nation ou le devoir à la nation. Le devoir plutôt à la nation, pas les droits. Donc c'est inspirant à la fois sur l'aspect éducatif et l'aspect citoyenneté. Mais il faut reconnaître aussi que le mentorat a ses limites. Je pense que tout à l'heure, Madame l'a souligné,
le besoin pour ces accompagnateurs, parce que nous sommes tous des acteurs d'accompagnement, d'être formés au métier, d'être formés au mentorat. Parce qu'il y a ce risque-là de dépendance affective parfois, ce risque de ne pas pouvoir se détacher de la personne. Je pense qu'on a vécu tout à l'heure avec émotion ce témoignage de la jeune fille qui veut se projeter, et je pense qu'elle peut y arriver, Inch'Allah. Et tout le monde le sait. Avec de la volonté, de l'ambition, on peut y arriver. Mais dans le métier, il y a ce risque d'être dépendant affectivement, parce qu'on est très orienté émotion. Donc, il y a besoin de formation, d'aide psychologique à mieux s'imprégner de ce métier. Il y a également le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, parce que je pense que c'est une initiative, le mentorat, qui est beaucoup plus dans le milieu associatif, et ce n'est pas bien encadré. Les initiatives ne sont pas bien encadrées. On gagnerait en tout cas à l'adapter par rapport à nos réalités, mais également à les territorialiser. Parce qu'au fin fond du Sénégal, il y a des histoires encore pires que ce qu'on a entendu aujourd'hui et qui ne sont pas encore révélées. Et c'est dans ces milieux-là où tout fait son sens. Donc c'est un appel, ou en tout cas une invitation que je pose sur la table, à mieux promouvoir ce mentorat et à mieux l'intégrer dans notre processus d'éducation et d'accompagnement des jeunes filles à l'école. Je ne veux pas être longue, je pense que j'ai tenu. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci, madame Kane. C'était très intéressant. L'utilité du mentorat, la nécessité d'en tenir compte dans l'évolution de nos enfants. Alors, je ne voudrais pas l'oublier, donc je le dis maintenant, vous me pardonnerez cette parenthèse. Je tenais à féliciter une jeune mariée qui en réalité n'est pas très jeune. Je vais éviter de la regarder parce que je ne dirai pas son nom. Mais elle est dans l'assistance et elle saura que je pense à elle. En même temps, encourager. Vous avez dans l'assistance une dame qui s'appelle Amina Sek et qui est l'initiatrice, l'organisatrice, la tête pensante de ce qu'on appelle aujourd'hui le salon du livre féminin qui se tient chaque année. Elle est brave, elle peut inspirer nos petites. Allez voir sur sa page Facebook, vous verrez le travail remarquable qu'elle fait dans le domaine de la littérature. Alors, avant de donner la parole à Madame Ndeye Magat Mbaye, une Mbayenne qui doit certainement chercher le riz, mais ce n'est pas l'heure de manger, ma grande. Avant de lui donner la parole, il m'est arrivé plus d'une fois quand je fais des forums des métiers, la rencontre pour expliquer aux jeunes les métiers, notamment le métier d'avocat, d'avoir cette question qui est la suivante. Qui vous a inspiré pour devenir avocate? Donc on revient à l'idée d'inspiration, de mentorat, d'accompagnement. Et j'ai l'habitude de répondre qu'en réalité, celle qui m'a inspirée, c'est une image à la télévision. Et je ne saurais mettre un nom sur cette personne. Parce que ce qui m'avait frappé, ce n'était pas réellement la personnalité, mais le message qu'elle véhiculait. Et j'étais admirative de la voir plaider une cause. À l'époque, je devais avoir 7 ans, 8 ans. J'ai souhaité savoir cette dame, c'était qui, ce qu'elle faisait, quelle était sa profession. Quand on m'a dit qu'elle était avocate, ça m'a séduit. Alors cultivez-vous, regardez la télé, lisez beaucoup, énormément. Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas et c'est déplorable. Il y a des choses que vous ne pourrez pas apprendre sur les réseaux sociaux, absolument pas. Le message qui est véhiculé est trop souvent biaisé. Madame Ndeye Magat Mbaye, c'est votre tour de prendre la parole. Alors comment vous décrire sans éviter
de minimiser votre parcours et l'impact que vous avez dans notre société. La pauvre Ndeye Magatte Mbaye, à chaque fois que quelqu'un a ce qu'on appelle un cas, parce que le mot cas est devenu un mot utilisé par tout le monde, j'ai un cas, j'appelle Ndeye Magatte. Mais Ndeye Magatte, elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'enfant. Non, Ndeye Magatte est nationale. Alors, qui est Ndeye Magatte Mbaye? Juriste spécialisé en droit des procédures, l'université de Perpignan a eu la chance de la recevoir. Spécialiste de la protection de l'enfant et du genre. Ndeye Magatte est passée par l'association des juristes sénégalaises. Elles sont magnifiques, elles font un travail remarquable. Elle est passée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où elle travaillait sur l'apatridie. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, l'apatridie, ce sont les gens qui n'ont pas de nationalité et qui doivent être accompagnés. Aujourd'hui, depuis 2018, Ndeye Magatte travaille à l'UNICEF, qu'elle a intégré d'abord en tant que spécialiste de la protection de l'enfant pour toute la zone sud et sud-est, avant de prendre le poste de chargé du genre et du développement. Alors, Ndeye Magatte, je vous en prie, partagez votre expérience. Nous allons sûrement sortir d'ici grandis de votre prise de parole. C'est à vous. Alors, bonjour, merci beaucoup, Maître Abibatou. Merci beaucoup à l'ensemble de l'assistance. J'aurais voulu voir les jeunes filles un peu plus devant. J'ai souvent l'habitude de dire que quand nous déroulons une activité pour les jeunes, il faut les mettre au devant, parce que c'est des activités qui les concernent, la participation des jeunes. Alors, Maître Abibatou, quand Diema, que je félicite, by the way, m'a approché pour me dire, Ndeye Magatte, je voudrais que tu parles d'une initiative que vous avez déroulée à l'UNICEF qui s'appelle le programme Elle pour Elle. Elle comme les ailes, pour elles les filles, que nous avons mis en œuvre avec les femmes ambassadeurs et les femmes chefs d'agence. Parce qu'à l'époque, à l'UNICEF, nous avions une femme qui était représentante. Je me suis dit que ce n'est pas vraiment cette initiative qui me permettrait de partager mon expérience. Pourquoi? Moi, je vous parlerai de terrain, parce que je suis une femme de terrain. Je vous parlerai de Kolda, je vous parlerai de Ziguinchor, je vous parlerai de Kédougou, je vous parlerai de Sédhiou, je vous parlerai de Tambacounda. Pourquoi? Parce que ce sont ces zones que je connais. Aujourd'hui, toute mon expérience sur la question des jeunes filles, je l'ai eue à travers ces filles extraordinaires que j'ai connues dans ces zones-là et qui sont aujourd'hui une fierté pour ce pays. Quand on parle de mentorat, je vais commencer par dire que nous avons chacune et chacun une personne dans notre entourage qui nous inspire. Si j'avais le temps, je vous poserai la question, qui est la personne qui vous inspire le plus? Et vous verrez que vous sortirez les mamans, ma grand-mère, mon papa, un oncle, une tante. Pour la petite histoire, ma mère, ma défunte maman, m'expliquait un peu comment elle, entre guillemets, permettons l'utilisation de ce terme, elle galérait avec sa maman, qui n'a jamais fait les bancs. Donc, l'histoire de Khadi m'a un peu rappelé cela, et qui prenait vraiment le soin de lui repasser les leçons, même si elle n'a jamais fait l'école, ma grand-mère. Donc, ma maman me disait, quand je récitais, elle me tapait. Que je dise les choses correctement ou pas, elle me tapait en me disant, et vous savez, ma maman nous l'expliquait, moi, ça faisait rire ma soeur, mais moi, ça m'a appris énormément de choses. C'est vraiment la volonté de cette femme que sa fille réussisse là où elle a échoué. Pour moi, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est un bel exemple de mentorat au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Alors, moi, je vais vous parler un peu de... Je pense que l'IF, qu'on connaît bien parce qu'on travaille beaucoup, nous, UNICEF, avec les IF, a un peu parlé du contexte. Aujourd'hui, le contexte sénégalais sur la question de l'éducation des filles, il n'est pas rose, il n'est pas non plus gris. Il est entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années, qu'il y a plusieurs décennies, on parlait de la scolarisation des filles, n'est-ce pas, Warkha?
nous sommes beaucoup battus pour que les filles soient à l'école. À un moment, on ne parlait plus de l'éducation des filles, on a dit maintenir les filles à l'école. Ensuite, on est dans une période où notre challenge, c'est de faire en sorte que les filles soient dans les STEM, dans les filières scientifiques, parce que c'est le véritable défi. Et pourquoi les filles ne sont pas dans les STEM? Très rapidement, parce que tout simplement, la question des normes sociales, il faut le dire. Nous sommes dans une société qui considère que la fille n'a pas besoin d'être à l'école trop longtemps. Nous sommes dans une société où on considère que la fille n'a pas besoin d'avoir un poste de responsabilité, parce que tout simplement, elle sera prise en charge par son mari. Taru Jigen, c'est là. Vous l'avez terminé. Alors, quand moi je vais dans mes zones, je rencontre toutes ces jeunes filles qui se battent, vous ne pouvez pas imaginer, qui marchent des kilomètres pour aller à l'école, qui arrivent à l'école, voient leurs règles, la question de la gestion de l'hygiène menstruelle revient. Quand elles voient leurs règles, ces filles, elles n'ont pas de serviette hygiénique. Ce qu'elles font, c'est qu'elles retournent, elles marchent encore 2-3 kilomètres pour retourner à la maison. Et elles restent à la maison pendant 3 jours. Je pense qu'on l'a dit ce matin. Elles perdent 3 jours. Une fille m'a dit à Sédhiou, dans une classe à Sédhiou, « Tata Maguette, vous nous demandez de rester dans les filières scientifiques. Moi, je suis en seconde S, mais je rate 3 jours de cours par mois. » Elle me dit, « Je n'ai personne pour m'aider. » À la longue, je lâche prise. Et je finis par retourner en série littéraire parce que pour moi, c'est plus facile. À côté, une fille comme Diarietou m'a dit, j'utilise des noms d'emprunt, « Tata Maguette, je veux être avocate, un clin d'œil à Abibatou. J'ai été violée, je me retrouve avec un bébé et j'ai perdu encore 1 an ou 2 ans. D'ailleurs, pour moi, voilà une fille que tu dois mentorer. » Et aujourd'hui, cette fille se bat encore, elle est retournée à l'école parce qu'elle se bat pour continuer à être avocate, parce qu'elle me dit, je vois à la télé. Je lui dis, Diarietou, pourquoi tu tiens à continuer à être avocate? Elle me dit, parce que moi, n'eût été ton intervention et celle de l'AEMO de Ziguinchor, je n'aurais pas eu gain de cause. Donc, il faut qu'il y ait des gens pour défendre ces filles. Et il faut des gens pour montrer à ces filles qu'elles peuvent réussir. J'ai eu un bébé, mais aujourd'hui, je retourne à l'école parce qu'il faut que je sois avocate. Voilà, moi, de quoi je vais vous parler. Moi, je vous parlerai de ces filles à Kédougou, qui ont été utilisées dans les mines, et qui, quand elles réussissent à travers l'aide de l'AEMO, c'est pour cela que moi, Matou, elle le sait, c'est plus qu'une sœur, à force de travailler ensemble sur les cas des filles. Cette fille à Kédougou me dit, je continue l'école jusqu'au moment où je saurai que je ne peux pas, même si j'ai perdu du temps parce que j'étais dans les mines. Moi, je vous parlerai d'Adama Diallo parce que toutes les filles ne sont pas des filles victimes de violence, il y a des success stories. Je vous parlerai d'Adama Diallo que j'ai connu à Dabo. Yacine, que tu connais, je pense. Que j'ai connu à Dabo, à Kolda. Peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Dabo. Mais qui aujourd'hui a été repérée par mes soins à l'UNICEF parce qu'elle ose là où les autres n'ont pas osé. À Kolda, une fille de Dabo parle des mutilations génitales féminines. Une fille à Dabo ose dire aux filles, restez à l'école, n'allez pas vous marier. Elle a fait partie de ces filles qui sont en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle le New Deal. Le New Deal, c'est un pacte entre les filles et les parents pour que les parents ne les donnent pas en mariage assez tôt et les filles, en contrepartie, donnent la garantie de ne pas tomber enceinte parce que vous savez que dans ces zones, les grossesses précoces sont un fléau et ces filles continuent à l'école. Aujourd'hui, Adama Diallo, qui vient de Dabo, Adama est allée aux États-Unis. Elle a été devant le siège des Nations Unies pour défendre les filles du Sénégal. Adama Diallo a été en Angleterre. Adama Diallo a été en RDC. Aujourd'hui, elle est à l'université. Je vous parle de ces filles-là, qui montrent que le mentorat est important. Nous devons nous assurer d'inspirer toutes ces jeunes filles. Parce que beaucoup d'entre vous l'ont dit, je pense que Maître Abibatou l'a dit, sa vie n'a pas été facile. C'est le cas de beaucoup d'autres filles, parfois de beaucoup d'autres femmes qui aujourd'hui ont réussi. Je pense que si aujourd'hui Aminata Linguère nous parlait de son parcours, cela a inspiré toutes ces filles qui sont là, qui la voient aujourd'hui comme étant une grande femme politicienne, mais qui a dû passer par des barrières très difficiles. Je pense que c'est important que l'on puisse vraiment mettre en place tous ces programmes pour inspirer toutes ces jeunes filles et leur montrer que c'est possible. Parce que nous sommes souvent dans nos bureaux, j'ai l'habitude de le dire, c'est pour cela que je ne reste pas au bureau. Tout le monde le sait, moi, mon bureau, c'est le bureau le plus désert de l'UNICEF.
Il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on montre à ces filles que c'est possible, qu'on ne reste pas dans nos bureaux, qu'elles nous voient à la télé et dire « Ah oui, j'aimerais être comme celle-là. » Oui, pour être comme celle-là, il faut que je lui montre que moi-même j'ai été une petite fille, moi-même j'ai eu des difficultés, que moi-même j'ai réussi en tout cas grâce à l'aide. C'est ça là où le mentorat est important. Grâce à l'aide d'autres personnes, j'ai pu être aujourd'hui celle que je suis. L'autre aspect important sur lequel je vais venir très rapidement, c'est l'aspect intergénérationnel. N'oublions pas que nous sommes dans une société africaine, nous avons nos valeurs. Là, je vais parler vraiment en faisant un clin d'œil à Yacine de Fanta, avec laquelle je suis en train de dérouler un programme d'autonomisation des filles à Sédhiou. Lorsque nous avons commencé ce programme, ce qui est ressorti, c'est que si vous voulez réussir des programmes comme ça dans ces communautés, il faut maintenir l'aspect intergénérationnel, que les mamans soient là pour chapeauter les jeunes filles. Parce qu'elles sont des modèles, parce qu'elles réussissent à leur faire éviter certains écueils de la vie. Et je pense que là aussi, c'est extrêmement important. Et pour finir, n'oublions pas que la jeune fille est tellement importante qu'il y a une journée de la jeune fille, le 11 octobre. Et que nous devons également utiliser ces journées-là pour mettre les jeunes filles au devant de la scène. Les écouter d'abord. Évitons de design des programmes, pardonnez-moi l'anglais, d'élaborer des programmes, alors que nous n'avons pas pris en compte les besoins de ces jeunes filles-là. Nous ne pouvons pas dérouler des programmes, élaborer des programmes, alors que nous n'avons pas écouté les jeunes filles. C'est ce qu'on appelle nous, ce que les jeunes filles disent particulièrement. Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Alors prenons le soin de les écouter, prenons le soin d'identifier leurs besoins, prenons le soin d'adapter nos programmes à leurs besoins. Et pour finir, prenons le soin pour nous, ce que nous sommes, de pouvoir aider chaque jeune fille, de mentorer chaque jeune fille, d'être un exemple pour chaque jeune fille et de se dire que dans 20 ans, nous avons contribué, que ce soit d'une petite ou d'une grande manière, à l'éclosion d'une jeune fille. Et je pense que c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudra quand même lui servir un bon bol de riz pour qu'elle puisse s'alimenter après tout ça. Merci, Ndeye Maguette. On peut considérer que vous marquez votre époque et d'une belle manière. Alors, avant de donner la parole au public, je voudrais avoir un mot pour un jeune homme que je considère comme étant l'absent le plus présent au Sénégal, le président de Sénéasso, ou Senasso, je ne sais pas quelle est exactement la prononciation, M. Aladji Gora Lopen, que beaucoup connaissent, qui m'envoie beaucoup de cas aussi, puisque je l'ai connu d'abord en France avant de venir ici et de le retrouver dans ses activités associatives. Il n'est pas là, mais je tenais à le remercier et avoir quelques mots à son égard. Autre précision, l'avant-dernière, me concernant, les pères, les papas, l'assistance est bien féminine. Les filles, certes, mais je vois que les mamans sont là. Les papas. Je dis toujours que la vie familiale ne se limite pas à payer l'école. Pardonnez-moi, Monsieur Diouf, inspecteur. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes un peu le représentant de la gente masculine par la force des choses. Il est arrivé qu'un papa se plaigne en me disant « Mais maître, je ne comprends pas mes enfants, ils ont grandi, ils sont tous partis. Mais ils ne communiquent quasiment pas avec moi. À chaque fois qu'ils ont des choses à dire, que ça soit positif, que ça soit négatif, ils appellent leur mère. Je suis choquée, je suis triste, parce que j'ai l'impression de n'avoir pas eu de reconnaissance vis-à-vis de mes enfants. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vos enfants? J'ai payé l'école, j'ai entretenu la maison, ils n'ont jamais manqué de rien. Mais est-ce qu'ils ont bénéficié de votre affection? Avez-vous pris le temps de discuter avec eux, de leur dire que vous êtes là, au-delà de l'aspect financier? Malheureusement, il a confirmé ce que je redoutais. Il était l'absent peut-être le plus présent de la maison. Dernière observation, le retour aux sources.
Nous avons l'habitude de crier notre africanité sur tous les toits. Ça ne se limite pas à l'habillement. Aujourd'hui, j'ai mis le djara, yakarna djara le toudou, le foulard et tout. Oui, tout ça c'est très bien. Mais retournons aux sources. Et qu'est-ce que j'appelle les sources? J'ai 3 souvenirs qui me reviennent très souvent et que je partage avec mes enfants. Un des souvenirs, c'est quand on était petit, qu'on jouait dans la cour ak bopp mbokk mbokk xam nga buñ ko dindee ba pare ñax yi des noonu. On s'amusait à apprendre à tresser avec ça. Moi, j'ai appris à tresser avec feuilles de mbokk yooyu entre filles. Important. Deuxième chose, pour jouer et apprendre, le téléphone n'est pas nécessaire. Il y a un des intervenants qui l'a dit tout à l'heure. La preuve, quand on était petite, il n'y a pas si longtemps que ça, on jouait à fabriquer nos propres poupées. Avec bantu, je pense que bantu printing le tout, du printing le xaw le bois là, les couvertures là, lu ñu daan jël du coquille, hein, c'est comment? C'est ça, le crintin, printing, crintin. Et c'est avec ça qu'on faisait nos poupées. On attachait avec du fil, on recouvrait avec un tissu. Merci. Ça apprend à manier la matière, la créativité de l'enfant, et on a un jouet à la fin. C'est important. Dernier élément qui me revient très souvent à l'esprit et que j'essaye de reproduire, c'est la discussion familiale. Je ne sais pas vous, mais moi, ma mère, c'était sa passion de nous regrouper autour d'elle. Quelquefois même avec le truc, la lampe de pétrole là. J'ai appris avec ça. Lampe tempête. Merci, monsieur l'inspecteur. Moi, j'ai appris avec ça. Ça ne m'a pas fait échouer. Des fois, pétrole bi jeex sax mu lëndëm nga bàyyi ba le lendemain fajar nga kon ne jàng. Mais cette façon qu'on avait de se regrouper autour d'un bol, autour d'une histoire, il faut qu'on revienne à ça. Et c'est ce que j'appelle la base. Alors ça, c'est un aspect que nous, les parents, avons la responsabilité de recréer. Même si on est dans les appartements, prendre un petit déjeuner avec ses enfants, c'est une bonne chose. On parle de tout et de rien. Le repas de midi, nous sommes tous par mots et par vous en train de courir. Le soir, c'est un moment sacré. Donc je renvoie la balle aux mamans qui sont là, qui vont devoir renvoyer au papa. Et ça arrivera forcément auprès des jeunes qui nous entourent. Merci, un grand merci à nos panélistes. Vous avez rehaussé le niveau des débats. Vous avez donné de la motivation à tout le monde, y compris aux parents. Et je ne regrette pas d'avoir accepté de venir. Parce que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit qu'au pire, je partirai d'ici en ayant appris quelque chose. Merci beaucoup. La parole est à l'assistance. S'il y a 2 ou 3 questions, nos panélistes sont là. On a à peu près 5 minutes, maximum 10, pour aborder quelques questions, si vous en avez. Je vais parler sous contrôle, mais comme ce n'est pas un événement féministe, donc on va vraiment rester. Je pense que c'est pour les jeunes filles. Alors, Taïla a peut-être l'occasion, je vais parler Wolof, enfin, Franc Wolof. Juste occasion de remercier Ndeye Maguette sur une action qu'elle a faite chez Louga, parce que je prends la parole en tant que Lougatoise, en tant qu'aussi présidente d'une association qui est à Louga. Et donc Ndeye Maguette ci benn cas comme niñ koy waxee dimbali ma ci bu baax xaalis bu bari bu ñu waroon a opérer benn xale moo ko lijjanti jox ma jox ko ñu opérer xale boobu grâce à elle. Donc je tenais vraiment à ce que voilà wax ko ci kanamu mbooloo mi parce qu'elle fait un travail extraordinaire sans tambour ni trompette. Donc man damay ñëw un peu sur le cas de Louga, surtout des jeunes filles de Louga. Elle a parlé de Sédhiou, Kolda et tout ça. Mais dans la zone nord,
surtout en ce qui concerne l'AMO. Je peine, avant ça, mais en contact avec la personne qui représente l'AMO dans la zone nord, c'était tout un problème. Il a fallu que je fasse tour plusieurs filles, enfin les collègues féministes et autres, pour que contact ou quelqu'un de l'AMO dans la zone nord. Et dans l'association que j'ai, on a une entité qu'on appelle le Club Ndieguemar, qui sont des jeunes filles, et pour la plupart, n'est que une école. Et nous sommes en école, nous les accompagnons à travers des cours particuliers, surtout nous sommes en classe d'examen. Mais nous sommes en école aussi, on a pu avoir un partenaire local qui était accompagné par la DER, par les Allemands, comment ils s'appellent? GIZ et 3FPT, qui formation professionnelle. Formation professionnelle bobu permettre na len ñu jang ci ay métiers yu bari, restauration, plafonnage, design, menuiserie bois, menuiserie fer forgé, yu ci bari, mais l'après. Donc là, moi, je me pose la question sur l'après, parce que on était accompagné par une initiative, enfin une ONG féministe espagnole qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Mais là, nous, ce qu'on aimerait faire, là, je m'adresse à Ndeye Maguette et à Madame Sarr, je pense que c'est Madame Sarr, par rapport à ces jeunes filles-là, parce que moi, je suis une ancienne du club EVF Stop Sida. J'ai été présidente du club EVF Stop Sida du collège au lycée. Et là, bi ma demee dernièrement le gars gis ne les clubs EVF Stop Sida presque léegi góor ña sax fa ëpp et que à l'époque dañu amoon des coins, surtout au niveau du lycée, amoon nañ fa benn genre local boo xam ne ça nous permettait de nous retrouver, ça nous permettait de pouvoir avoir une oreille attentive, de discuter avec quelqu'un, benn femme bu fa doon nekk di ñu accompagner. Léegi ñun suñu projet c'est vraiment de dekkaliwaat ruq yooyu ñu amoon ci école yi def ko ay ruq yoo xamante ne ni tey jii xale bu jigéen bi bu gisee ses règles à l'école elle sera pas obligée mu dellu këram mais mën na jaar ci local ba ñu jox ko benn serviette hygiénique bu dee biiram day metti jox ko benn cachet comme ça prend quoi 30 minutes le temps que mu delluwaat en cours. Donc j'ai vraiment saisi l'occasion parce que éclosion bi ñuy wax ni j'ai organisé ko di ko féliciter au passage sunu nawle la et di pour passer message boobu ku ma ciy dimbali yaay faal buy màjjal la donc ñu gëstoo ñu fële na leen au niveau de Louga pour que loolu mbébét boobu ñu am pour que les jeunes filles maintenant bu ñu gisatee seen ay règles duñu jar ñuy dellu école mais que ces points là JEP parce que waa JEP ñooy accompagner les clubs EVF Stop Sida ñu mën ko décalaat ba nga xam ni dinañ fa am ne serait-ce que des serviettes hygiéniques, des petits cachets, une oreille attentive ou même un petit benn chaise confortable pour toog le temps de reprendre ses esprits et retourner en classe. Voilà, donc je tenais vraiment à passer ce message. J'aurais pu en parler à Ndeye Maguette peut-être en privé. Mais kenn xamul, voilà. Donc pour tasaare ko ñëpp jot ci. C'est une chance que nous soyons ici parmi vous et que aussi de bénéficier de ce débat de haute facture. Et vraiment, encore une fois, nous félicitons l'initiatrice, Madame Djefal, qui nous a agréablement surpris. Parce que vraiment, nous sommes ses collègues, mais nous n'avons pas vraiment vu en elle cette dimension qui vraiment nous surprend avec vraiment joie et bonheur. Donc, moi, au fait, je vais dire que c'est une contribution, en même temps une interpellation que je vais en quelque sorte soumettre. Et ma contribution, c'est vraiment d'aborder le thème de la masculinité positive. Et pourquoi cette question? C'est que je me suis dit que elle a peut-être pour mieux parler avec les jeunes et aussi être plus à l'aise avec ce que je veux développer. Je vais m'exprimer en wolof. Dama naan jigéen dëgg la mën na demal boppam te war na demal boppam waaye bu amee ci wetam góor bu koy jàppale day gën a yombal day gën a gaawal demal te je pense que ni pour une durabilité de cette action il faut que sensibilisation bi ñu inclure ci góor ñi ndax loo def ci jigéen tey mën na jàdd benn góor raxas ko ci boppam ndax sunu boroom moo dogalee noonu
parfois argument ak taxawaay bi góor di am ci jigéen ak impact bi muy am ci moom surtout parfois bu fekkee ni éducation bi wala bokk préparation bi nekk fa dafay am solo de telle sorte que ni masculinité positive boobu jéem a xamal góor ñi ne seen mission dafa war a nekk ci jàppale jigéen ñi ñu am taxawaay ci askan wi am taxawaay ci société bi mais pas ñu yàqal leen ndax souvent yenn thèmes yi ñuy aborder loxo góor da ci am wàll bu ñuy waxee violence kan mooy def violence ci jigéen lu ci ëpp góor la donte parfois mu doon ay parents comme ni ko inspecteur waxee mu doon parfois ñàkk a xam xale yi lu ñu soxla ñu jox leen ko waaye li ci ëpp solo ci li nga xam ni dafa mën a yàq jigéen wala day yàqal jigéen ngeen baal ma na góor ni nekkul ne dama leen di sànni xeer mais tey dafa fekk ne journée d'éclosion peut-être plus particulièrement jigéen ñi lañ koo déjeel moo tax dimension boobu man dama jàpp ne dafa am solo maanaam sensibiliser góor ñi ci ñu xam ni dañoo am devoiru jàppale jigéen te dañoo am devoiru ànd ak jigéen xamal ko donte nekkul ne dañoo xeeb ne jigéen dafa war a xam ni góor xamee mais dafay am te dañ koy dund. beneen aspect bi mooy suñu société bi maanaam pauvreté dafa bokk ci li nga xam ni tey dafa favoriser vulnérabilité jigéen mais vulnérabilité jeunesse bi ak suñu société en général ñun Afrique particulièrement Sénégal ndax sànq yéen a ngi koy aborder parents yi amatuñu jot toog ak seeni njaboot pour def li ngeen di waxtaan ak ñoom ndax ñu ngi daw dépense àdduna ak charge yi fitnaal na leen ba bu ñu toogee seen xel dem na ci leneen lu dul am attention wala teewlu seeni doom pour mën a xam li ñu soxla pour mën a xam li ñu bëgg ba jàppale leen ci ba tax na combat bi bokk na ci vraiment fexe et là j'interpelle la dame qui en quelque sorte travaille au niveau de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation fexe nu ñu yóbboo ci nit ñi ñu am assise mën a demal seen bopp ba nga xam ni dañuy nekk à l'aise ci société bi nekk à l'aise ci seen mbiru bopp ba yenn aspects yi ñu mën ci jël en compte parce que am na tey loo xam ni bu amul li ñu bëgg duñ ci mën a yegg vraiment débat bi c'est tellement riche ba nga xam ni les idées bouillonnent en nous et peut-être on n'a pas pris la précaution de prendre des notes mais y avait pas mal d'idées yi nga xam ni bëggoon nañ ko sof ci li ngeen wax pour que vraiment tey journée tey bi marqué impacté ci suñu rakk yi ak suñu élèves yi nga xam ne andi nañ leen fi tey donc pour ne pas vraiment être trop bavard en tout cas encore une fois nous félicitons l'initiative et dire que ni lii c'est tellement riche que warul yem ci benn yoon et c'est là où je vais terminer essayons de voir dans quelle mesure ou dans quel cadre on pourra vraiment perpétuer cette activité là pour que inch'Allah mu gën a am impact merci beaucoup